Jean-Claude Trichet, who, as everybody knows, is the former chairman president of the European Central Bank. He has been in the position from 2003 to 2011, and previously had been governor of the Bank of France. Currently is the president of the Bruegel Group, which is a prominent think tank based in Brussels, specialized in the European economy. And please, Professor Trichet, is savant indeed that Mr. Trichet has been included by the Time magazine among the most powerful men in the world for several times, but now please, go ahead, thank you. Thank you very much indeed. Merci beaucoup pour votre gentille introduction. C'est un plaisir d'être à l'OCDE, c'est un plaisir d'être dans le sanctuaire de la réforme structurelle mondiale, puisque c'est le cœur de la responsabilité de l'OCDE. Et comme je crois que les problèmes de réforme structurelle sont probablement au cœur des progrès que nous devons faire en matière de renforcement du potentiel de croissance, singulièrement des économies membres de l'OCDE et singulièrement évidemment de l'Europe qui est le thème de ce bref exposé. Je crois, et c'est ma première remarque, qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays avancés si on ne sait pas que nous sommes encore dans l'ombre portée de la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui, dans mon esprit, aurait pu être la crise la plus grave depuis la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous aurions pu, si nous n'avions pas eu, je parle du secteur public essentiellement, mais aussi du secteur privé, des réflexes de correction extrêmement rapides, si nous avions eu, en gros, les délais dans la prise de décision que nous avions en 1929-1930, je pense que nous aurions eu une très grande dépression dans les pays avancés, pire que celle de 29-30. Et un certain nombre de phénomènes que nous observons encore aujourd'hui, par exemple la croissance décevante, par exemple la création d'emplois décevantes, par exemple les politiques monétaires extraordinaires des banques centrales qui continuent 7 ans après le début de la crise et 6 ans après l'intensification de la crise et le dépôt de bilan de Lehman Brothers. Donc on a beaucoup de difficultés à comprendre tous ces phénomènes si on ne se réfère pas à ce phénomène unique d'une crise des pays avancés qui, encore une fois, a probablement été la plus menaçante sur un siècle entier. Einstein avait l'habitude de dire drôlement, la théorie, c'est quand rien ne marche, mais on sait pourquoi. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne, mais on ne comprend pas pourquoi. Et il disait, en présence d'un problème particulièrement complexe, aujourd'hui, nous avons admirablement réuni théorie et pratique, rien ne marche et personne ne comprend pourquoi. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé en 2007 et 2008, et c'est la raison pour laquelle la réflexion sur l'état actuel du monde est si importante pour le monde avancé en général et pour l'Europe. Alors l'Europe, là-dedans, elle a tous les problèmes des pays avancés. Elle a tous les problèmes des États-Unis ou du Japon, l'impact de la globalisation, la poussée tectonique de l'Inde, de la Chine et de l'ensemble des pays émergents, le vieillissement plus ou moins de la population, les changements technologiques ultra rapides, la perte des rentes de situation que les pays avancés avaient avant précisément ce changement structurel de l'économie mondiale, et tous les problèmes de cohésion sociale qui vont avec des transformations extrêmement rapides qui ne plaisent guère aux citoyens des pays avancés parce qu'ils sont très rapides, trop rapides, et mus, encore une fois, par des changements structurels ou des changements technologiques ou des changements démographiques auxquels nos sociétés ne s'attendaient pas. Je parle des pays avancés. L'Europe a tous les problèmes des pays avancés, plus ses problèmes propres. Et ces problèmes propres, c'est tout simplement qu'elle s'est lancée en outre dans une entreprise historique sans précédent historique, aussi bien en ce qui concerne l'Union européenne à 28 qu'en ce qui concerne la zone euro à 18 et 19 en janvier prochain. Et l'une des bizarreries d'ailleurs de la relation entre l'Europe et le reste du monde, c'est que le reste du monde voit que l'Europe est incroyablement ambitieuse. Quand on est à New York ou en Asie, c'est tellement visible que lancer une entreprise historique
aussi audacieuse, qui n'a jamais été expérimentée auparavant, ni l'Union européenne, ni évidemment la zone euro. Tout cela est considéré comme en effet très très audacieux, et il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que lorsqu'on a la crise la plus grave dans les pays avancés depuis la Première Guerre mondiale, tout le monde s'attend à ce que l'entreprise historique des Européens se volatilise, qu'elle ne résiste pas à la tension introduite par la crise des pays avancés. Vu d'Europe, jusqu'à une période assez récente, la construction européenne, c'est exactement l'inverse. Elle allait absolument de soi. Elle allait de soi. C'était une réponse dont les Européens ne mesuraient pas l'audace extrême sur le plan historique et l'ambition extrême sur le plan à la fois institutionnel et technique. Pourquoi les Européens la voyaient-ils comme ça? Eh bien parce que pour eux, c'était ce qui était nécessaire après 2 siècles de conflits dramatiques, 4 guerres mondiales, dont 4 guerres continentales, dont 2 guerres mondiales, et tout ce que nous savons nous-mêmes sur les analyses que nous faisions sur la nécessité de l'Union européenne, la nécessité de l'union toujours plus importante entre les Européens pour construire sur des bases solides la paix, la prospérité et la stabilité. La crise nous a obligés, à mon avis, à obliger le regard européen à se réinterroger sur son ambition historique, sur le fait que ce n'était pas si anodin d'avoir cette ambition, ce n'était pas si aisé d'ailleurs de poursuivre cette ambition. J'ajoute que cette ambition conceptuelle qui consiste à unir les Européens de manière toujours plus approfondie était aussi une entreprise dont l'extension géographique était insoupçonnée au début. J'ai moi-même négocié le traité de Maastricht, nous étions 12 pays dans l'Union européenne et nous imaginions que peut-être la moitié pourrait participer à la monnaie unique lorsque celle-ci commencerait au plus tard le 1er janvier 1999. Nous sommes aujourd'hui 28 pays dans l'Union européenne, 18 dans la zone euro et 19 dès janvier prochain. Alors, que peut-on dire de l'Europe aujourd'hui en sachant qu'effectivement, elle entreprend quelque chose qui n'a jamais été essayé historiquement jusqu'à présent? Et là, je vais très très rapidement passer sur quelques points: la croissance, la menace de déflation, la gouvernance européenne. Croissance décevante, là je donne les chiffres, non pas ceux du FMI qui viennent de tomber et que je n'ai pas encore eu le temps de creuser, mais ceux de l'OCDE, après tout c'est une bonne référence. États-Unis 14, 2,1% de croissance, 15, 3,1%, 2,6% en moyenne aux États-Unis dans les années 14-15, 2,6 en moyenne par an. Zone euro 0,8, 1,1, 1% en moyenne par an. Japon 0,9, 1,1, 1% également. La différence est évidemment impressionnante et la comparaison n'est pas flatteuse pour l'Europe. Alors, juste un mot quand même, parce que je crois qu'il faut... Tous ces chiffres doivent être pris en tenant compte de la différence démographique. Quand on transforme ces chiffres en croissance par tête, ils sont moins dramatiques. Et donc, quand on dit l'Europe est médiocre, le Japon est catastrophique et l'Amérique va beaucoup mieux, n'oublions jamais que, de toute manière, la croissance démographique joue un rôle important dans le potentiel de croissance et dans la croissance observée. La différence entre l'Europe de la zone euro et les États-Unis est peut-être de l'ordre de 0,7, 0,8. Donc, la différence de 1,6 est divisée de moitié si l'on tient compte de la démographie. Je dis ça au passage, non pas pour excuser la médiocrité de la croissance européenne, mais pour dire qu'il y a probablement dans les pays avancés, en général, pas simplement chez nous, un sérieux problème. Si j'essaye d'expliquer la différence qui demeure de l'ordre de 0,8, 0,9, il y a le shale gas. Et le shale gas, selon les meilleures analyses que j'ai pu trouver, pourrait expliquer une différence de 0,4% par an. Pas éternellement, mais en tout cas sur la période concernée. Ce qui fait presque la moitié de la différence résiduelle. Et puis, je crois, il faut bien le dire, qu'il y a un prix à payer, il y a eu un prix à payer en Europe, j'espère que nous allons l'éliminer le plus vite possible, pour être, dans le 3e épisode de la crise mondiale des pays avancés, l'épicentre
de la crise lorsqu'elle s'est transformée de crise des signatures privées en crise des signatures publiques. Donc quand les risques souverains sont devenus le problème des pays avancés, nous étions l'épicentre de la crise, nous, la zone euro, alors que sur les deux premiers épisodes, les subprimes et Lehman Brothers, l'épicentre de la crise était aux États-Unis. Donc l'épicentre de la crise a traversé en quelque sorte l'Atlantique et nous payons un prix important pour cela. Une mesure de ce prix important, c'est qu'évidemment les pays qui étaient en grand déficit de balance des paiements courants, ne trouvant plus de financement extérieur et étant incapables de financer eux-mêmes la poursuite de leur propre croissance, ont dû réduire leur déficit, les transformer d'ailleurs en excédents. Maintenant, les 5 pays qui ont été sous tension au moment du déclenchement de la crise des risques souverains en 2010 et 2011, ces 5 pays se retrouvent maintenant avec un excédent de la balance des paiements courants alors qu'ils avaient un déficit de l'ordre de 8 ou 9%. Si je prends la zone euro dans son ensemble, elle est passée de 0% ou 0,1% en 2011 à 2,4% d'excédent de balance des paiements courants en 2013. Donc on voit qu'une assez large partie du résidu, si je puis dire, de différence de croissance est probablement due au fait que notre propre maladresse, car je n'ai aucun doute sur le fait que la gouvernance économique et budgétaire de l'Europe a été très défaillante avant la crise, notre propre maladresse a fait que nous avons encore un prix à payer en termes de croissance pour cette maladresse de notre gouvernance. On peut évidemment et on doit, quand on est à l'OCDE, mentionner également l'absence de réformes structurelles qui fait que par rapport à la flexibilité de l'économie américaine, on en avait encore il y a un instant une démonstration un peu douloureuse, par rapport à la flexibilité de l'économie américaine, les économies européennes en général et l'économie de la zone euro en particulier sont dans une situation qui reste évidemment assez inflexible. Il y a un prix à payer en termes de croissance pour cela, comme il y a un prix à payer pour ne pas avoir le bénéfice du shale gas, comme il y a un prix à payer pour les autres défauts que nous avons démontrés dans le passé. Bon, il est évident que nous ne pouvons pas tolérer que la gouvernance européenne soit aussi médiocre à l'avenir qu'elle l'a été dans le passé. Et de ce point de vue-là, beaucoup a été fait, je dois dire, renforçant la gouvernance budgétaire. Le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé assez considérablement et on a renversé la charge de la preuve. On a introduit un nouveau pilier de gouvernance qui était indispensable et qui consiste à suivre les différences de compétitivité entre les différents pays de la zone européenne. En français, on dirait procédure de surveillance des déséquilibres macroéconomiques, des déséquilibres excessifs macroéconomiques. En anglais, Macroeconomic Imbalance Procedure. Ce sont des 2 piliers qui sont d'une importance extrême si l'on veut être raisonnablement sûr que la zone euro exprime à l'avenir son vrai potentiel de croissance et ne se retrouve pas entravé par un stop-and-go qui serait lié à des problèmes spécifiques qu'une partie de la zone euro aurait. Je dis bien une partie de la zone euro, comme vous le savez, sur les 18 ou 19 que nous serons dans très peu de mois, 5 pays ont été sous la menace immédiate disons des épargnants et des investisseurs du monde entier. Seulement 5, mais ces 5, d'abord qui constituaient à peu près 40% du produit intérieur brut de la zone euro, ont réussi à entraver tout le développement de la zone euro. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Quand on partage une monnaie unique, on a des relations qui sont beaucoup plus étroites qu'on ne le soupçonne, et il est nécessaire qu'il y ait une gouvernance européenne qui revêt maintenant la forme d'une gouvernance budgétaire qui reste absolument nécessaire si l'on veut éviter des problèmes individuels et collectifs, une gouvernance en termes de surveillance des déséquilibres de compétitivité relative entre les différents pays, une surveillance de l'union bancaire, qui est une 3e dimension qui a été créée dans la crise, comme a été créé le MIP dans la crise. Et je dois dire que l'un des problèmes principaux qui se posent à mes yeux, c'est que ce formidable renforcement de la gouvernance européenne
n'a pas été, du moins dans mon analyse, accompagné d'un renforcement de la légitimité démocratique des décisions qui sont prises au niveau du centre de l'Europe. Et de ce point de vue-là, on peut s'interroger sur les voies à suivre. Elles ne sont pas très faciles, ces voies à suivre. Certains auraient tendance à préconiser de faire un saut qualitatif très important et de créer un embryon de fédération budgétaire, de donner beaucoup plus de responsabilités à l'Europe et aux institutions européennes, et bien entendu aussi au Parlement européen, élu par le suffrage universel. D'autres disent que c'est difficilement pensable et que politiquement il est très très difficile d'imaginer de faire un tel saut. Je me réfère à des suggestions toutes récentes d'ailleurs, notamment du chancelier Schmitt et de Valéry Giscard d'Estaing qui viennent de publier un livre. Mais d'une certaine manière, tout cela est en filigrane dans les travaux qui ont été faits par les différents présidents des institutions de l'Union européenne et qui ont été présentés par le président Van Rompuy. On peut imaginer d'autres solutions. Je vous en propose une dont je ne suis pas du tout sûr qu'elle ait plus de chances de s'incarner, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudra renforcer la légitimité démocratique des décisions qui sont prises au centre de l'Europe. Cela me paraît absolument indispensable. L'idée à laquelle on peut songer consisterait à ce que lorsqu'il y a débat différents, contradictions entre ce que recommande le centre de l'Europe, c'est-à-dire le Conseil et la Commission, et ce que veut ou peut faire un pays membre de la zone euro, on pourrait imaginer d'en référer au Parlement européen dans la formation zone euro, bien sûr, donc les élus du peuple de la zone euro, en liaison étroite avec le Parlement du pays concerné, et le dernier mot serait donné aux représentants du peuple. Alors, il me semble que là, on respecterait le principe de subsidiarité, puisque ça ne serait activé que dans des cas absolument exceptionnels, où les autres pays considèrent que l'un d'entre eux risque de mettre en cause la cohésion de l'ensemble de la zone euro. Donc c'est vraiment dans des cas tout à fait exceptionnels, principe de subsidiarité. Le principe démocratique serait respecté, puisque ce seraient les élus du peuple qui décideraient en dernière analyse. Et enfin, nous aurions une décision effective, parce que pour le moment, comme vous le savez, en cas d'absence de décision allant dans le sens souhaité par les institutions européennes, il n'y a pas de principe pour trancher, et tout ce que l'on a, ce sont des sanctions qui n'ont jamais été appliquées et qui sont elles-mêmes des amendes, les amendes apparaissant évidemment comme étant un peu surréalistes si le problème posé est celui d'un pays qui se comporte tellement mal qu'il va lui-même être en cessation de paiement un jour ou l'autre et donc poser des problèmes à l'ensemble de la zone euro et pas simplement à lui-même. Donc voilà le point essentiel, à vrai dire, sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire que nous avons de facto avancé considérablement dans l'union politique, sans nous en rendre compte trop, et parce qu'il fallait bien répondre à la crise internationale dans laquelle nous avons été plongés et dont nous avons été l'épicentre depuis 2010. Depuis 2010, la zone euro est l'épicentre de la crise internationale des pays avancés. Je considère que c'est toujours une crise des pays avancés. La signature de tous les pays avancés pourrait être mise en cause. D'ailleurs, on a vu des downgrading de Standard & Poor's portant sur la première signature du monde. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de tabou de ce point de vue, mais nous avons été à l'épicentre de cette crise. Et donc, si vous le permettez, je voudrais, en conclusion, dire que nous avons un problème absolument majeur qui consiste à faire de la zone euro, qui a prouvé une résilience exceptionnelle dans la crise, puisque, vu, je simplifie, d'Asie ou du nouvel hémisphère, la probabilité que l'euro disparaisse et que la zone euro se volatilise était considérée à certains moments, et certainement en 2010, 2011 et 2012, comme étant extrêmement forte. Or, ce que nous avons observé, et là c'est un test en vraie grandeur, un stress test en vraie grandeur, c'est que l'euro lui-même en tant que monnaie, non seulement ne s'est pas volatilisé, mais qu'il a été constamment considéré comme crédible par l'ensemble des épargnants du monde entier, même au point d'être considéré comme trop fort, ce qui était paradoxal pour une monnaie appelée à disparaître.
Et la zone euro elle-même a conservé les 15 pays qui étaient membres de la zone euro. Les 15 ont refusé de quitter la zone euro, y compris ceux qui étaient dans des périodes extrêmement difficiles de crise. Et 3 nouveaux pays nous ont rejoints après Lehman Brothers. C'est pour cela, nous sommes maintenant 18, et un nouveau pays va nous rejoindre, comme je l'ai déjà dit. Donc, comme démonstration de la résilience du concept de la zone euro, du concept de la monnaie unique, je crois qu'il est difficile de trouver mieux. Mais c'est un succès, disons, de solidité stratégique. Ce n'est pas le succès de croissance et de création d'emplois dont nous avons absolument besoin pour démontrer que notre entreprise politico-stratégique est une entreprise gagnante sur le plan de la croissance et de la création d'emplois. Et pour ça, je suis convaincu qu'il faut, bien entendu, renforcer la gouvernance, avoir la légitimité démocratique dont nous avons besoin pour solidifier cette gouvernance et la rendre complètement légitime. Et bien entendu, il nous faut faire les réformes structurelles que l'OCDE appelle de ses voeux avec beaucoup de justesse. Merci de votre attention. Thank you, and thanks for this explanation. What Trichet didn't say, but can I dare to say it, that he conducted a fierce campaign in favor of the euro. At the time he mentioned 2009, 2010, in which the euro breakdown was very likely. He was a strong supporter of the unity of Europe, and especially he, correct me if I'm wrong, he defended the position of Greece. He tried to avoid the exit of Greece, the famous Grexit, and it was successful. In fact, Europe is still here, and Greece has even resumed to grow this year. So this is an historic merit which Mr. Trichet deserves. Of course, if you want to join our panel, you are very welcome, Professor Trichet. And let me introduce the other panelists, who are Jean-Dominique Giuliani, Chairman of the Robert Schuman Foundation. Please join the podium and find your name on the seats. Jean-David Levitt, Ambassadeur dignitaire of France, member of the Institute of France. Arnaud Montebourg, as everybody knows, former Minister of Economy of this country. Hannes Svoboda, President in the past legislature of the Socialist and Democrats group of the European Parliament until last spring. So thank you everyone for joining us, and I would essentially put 2 questions to all our panelists. The first is a sequel, to say, to the speech, the keynote speech just made by Professor Trichet, which is we are in dire straits in Europe. We are in a difficult situation, which is continuing after more than 6 years from the Lehman Brothers, because as Trichet has just remembered, the crisis erupted in America in September 15, the day of the failure, 2008, of the Lehman Brothers Bank. So it was a financial crisis, then it came to Europe, emigrated to Europe, the reversal immigration, and it became a crisis of the real economy, which is, of course, harder to defeat, as it's proved by the difficulties we are still experiencing. So I would proceed in order of seating. Mr. Giuliani, from your point of view, which is the Robert Schuman Foundation, which is one of the think tanks specialized in Europe, how far are we from the recovery? More detailed, what is still missing? Which kind of push, probably one possible answer, not to suggest you, but just to try to elaborate, is more European unity, more convergence in direction of one objective? Écoutez, pour faire le lien avec le panel précédent et surtout l'invite de Jean-Claude Trichet à prendre un peu de hauteur, je voudrais être celui qui
dit que la première chose dont nous manquons, c'est un peu de conviction, d'enthousiasme et d'objectivité. Si on regarde l'histoire de la construction européenne depuis ses origines, Jean-Claude Trichet mettait à juste titre en évidence sa résilience. Je voudrais mettre en évidence ses succès. Normalement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne aurait dû sortir de l'histoire. Et chacun de nos pays n'aurait pas dû avoir son mot à dire sur la scène internationale du fait des difficultés qu'ils auraient rencontrées individuellement face à ce mouvement de mondialisation qui n'a cessé de s'accélérer avec la chute du mur de Berlin. Extraordinaire accomplissement en termes de niveau de vie, on peut même aller plus loin, d'espérance de vie, de conditions solidaires et d'organisation de la société, de conditions sanitaires, comparées avec les pays émergents, avec les pays en sous-développement. C'est là que sont les crises sanitaires, c'est là que sont les difficultés. Et certes, je ne saurais en aucun cas occulter les défauts. Ils ont été largement commentés. Mais si les Européens voulaient bien prendre conscience de ce qu'ils ont réalisé ensemble, ils auraient vraisemblablement l'énergie et peut-être le courage de faire ce qu'il convient de faire aujourd'hui. Jean-Claude Trichet a, à mon avis, à juste titre, ouvert la voie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est réussir le pari démocratique de l'Europe. Il a proposé de s'en remettre aux représentants du peuple. Il y a plusieurs thèses là-dessus, parlements nationaux, parlement européen. Je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est l'échéance prochaine. De la même manière, d'ailleurs, que quand M. Montebourg s'adressait aux Français en parlant de la Sixième République, il ouvrait la porte de l'échéance démocratique. Je crois que c'est ça qui, dans nos États, permettra de trouver la force et vraisemblablement de surmonter la situation dans laquelle nous sommes, qui vient de nous être rappelée, qui n'est pas seulement la situation de l'Europe, mais qui, en Europe, est aggravée par le fait que la construction est inachevée, que nous sommes au milieu du gué, qu'il y a des doutes, qu'il y a des contestations, au moment où nous avons plus que jamais besoin d'aller de l'avant avec plus d'unité. En matière économique, je vois une piste. La prochaine me paraît être au moins une sorte d'union fiscale au sens français du terme et pas au sens anglais. Je pense que tous les efforts que nous pourrons faire dans ce domaine-là viendront naturellement conforter la gouvernance économique de l'euro qui a été renforcée. Au plan politique, nous avons besoin d'une démocratie renforcée et assumée. Elle n'est pas assumée par les gouvernements nationaux en Europe aujourd'hui, quels qu'ils soient. Ils sont victimes, comme ailleurs dans le monde, d'un retour du nationalisme. Je ne veux pas citer de pays en particulier, mais de l'Inde à la Chine, au Japon, la Russie, même dans les pays comme les États-Unis, on voit des mouvements politiques de repli sur soi. L'Europe n'y échappe pas. La seule vraie réponse, c'est la construction européenne renouvelée et plus démocratique. Le Parlement européen, hélas, n'est pas encore très représentatif. Un homme, une voix. Je pense que s'il voulait contribuer à la construction communautaire, il s'attellerait, ce qui est dans les traités, à ce que, comme la Cour de Karlsruhe en Allemagne le réclame, un homme ait une voix égale partout en Europe. Et à ce moment-là, ce que le président Trichet nous suggérait deviendrait possible. Je rappelle qu'aujourd'hui, un député européen français représente 883 000 électeurs, c'est-à-dire que nous sommes les plus mal représentés, nous, Français, au Parlement européen, alors qu'un député maltais en représente 60 000, un député allemand 854 000. Donc il y a encore du travail à faire, c'est à notre portée, et à partir de ce moment-là, appuyé par une force démocratique, parlements nationaux dans un premier temps, Parlement européen ensuite, nous devons pouvoir achever, parachever et améliorer une construction européenne qui est au milieu du gué aujourd'hui et peut-être contribuer efficacement à la solution de nos problèmes économiques
au premier rang desquels je vois la réduction de ces 26 millions de chômeurs qui sont bien sûr insupportables. Thank you. As Professor Giuliani has hinted, one of the problems is that, can you hear me? Do you hear? Yes, sorry. Is that we have a union based on a currency, at least 18 countries in Europe, and from January with the addition of Lithuania, there will be 19, united by country, by currency, but not by political institutions. So, Ambassador Levitt, how is possible to implement more unity to accomplish a political union or fiscal or tax or whatever without compromising the democracy? And how can we solve this problem of sovereignty, which is not to touch too much to politically sensitive issues, but is one of the items on the table? Merci. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, rendre hommage à Jean-Claude Trichet. J'ai eu le privilège d'être assis à la table où se prenaient des décisions pendant cette crise, aux côtés du chef de l'État français. Et je dois dire que dans cette période où se jouait le sort de l'euro, nous avions à la tête de la Banque centrale européenne, avec Jean-Claude Trichet, un homme qui avait des idées claires, un cap solide et qui savait montrer le chemin. Donc je voudrais lui rendre hommage, comme je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Mario Draghi. Vous parliez des institutions. Je trouve que la Banque centrale européenne, aussi bien que la Fed aux États-Unis, assume les responsabilités de l'intégration fédérale que nous avons voulu en créant l'euro. Et ce qui m'a frappé pendant les 18 réunions au sommet auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister pendant toute cette crise, c'est qu'à aucun moment, comme l'a dit Jean-Claude, aucun des chefs d'État et de gouvernement présents n'a envisagé de voir son pays sortir de la zone euro, c'est-à-dire en réalité de sortir de l'Union européenne. Et tous avaient le sentiment que ce qui était en jeu était totalement existentiel. C'est-à-dire que si nous perdions la zone euro, nous perdions l'Union européenne, et que si nous perdions l'Union européenne, chacun de nos pays, même les plus grands, était destiné à sortir de l'histoire au XXIe siècle. Et donc, hommage soit rendu au gouverneur qui était en charge pendant cette crise et celui qui continue à être en charge. Alors, il faut qu'à leur côté, il y ait des dirigeants décidés à faire le nécessaire. Je n'accepte pas l'idée que les représentants des États soient moins démocratiques que les représentants au Parlement européen. Nous sommes des démocraties, 28 démocraties, 18, bientôt 19 dans la zone euro, et ceux qui, autour de la table du Conseil européen ou du Conseil de la zone euro, décident, sont élus démocratiquement. Mais Jean-Claude a raison de chercher un chemin, et je suis d'accord avec sa proposition. En réalité, ce que j'ai vécu au moment de la crise de l'euro, et qui reste vrai aujourd'hui, c'est une sorte d'affaiblissement de la Commission, qui n'a pas été en mesure de jouer son rôle pour diverses raisons. Le résultat, c'est que les États ont dû reprendre un rôle qu'ils ont assumé presque par défaut. Il faut aujourd'hui que la nouvelle Commission arrive à mieux assumer ses responsabilités. On va voir ce que ça va donner et on va voir comment se termine le parcours des auditions et du vote au sein du Parlement européen. Donc il y a un rééquilibrage des institutions et comme ça a été dit par les deux précédents orateurs, il y a du chemin à faire. Mais je voudrais rejoindre Jean-Dominique pour dire assez d'autoflagellation et de pessimisme excessif. Mon domaine, c'est celui de la politique étrangère. Moi, je suis très frappé de voir que nous avons commencé à 6, on était moins de 200 millions d'habitants. En face de nous, on avait l'URSS avec 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 28, nous sommes 500 millions, nous sommes la 3e puissance démographique du monde après la Chine et l'Inde devant les États-Unis.
nous avons un extraordinaire potentiel, nous sommes l'empire des normes. Quand on est dedans, on ne fait pas rêver, on trouve qu'il y a trop de bureaucratie, mais quand vous êtes dehors, vous rêvez de rentrer dedans, parce que justement, il y a l'état de droit, parce que justement, il y a des normes, et si vous êtes producteur chinois, vous pensez d'abord à respecter les normes européennes, parce que vous voulez rentrer dans le marché européen. Mais c'est encore plus vrai pour les populations qui sont autour de l'Union européenne. J'étais très frappé de voir que les Ukrainiens voulaient absolument cet accord d'association avec l'Union européenne, parce que pour eux, c'était un progrès immense vers plus d'état de droit, vers plus de démocratie, vers plus de stabilité politique. Et le fait que cet accord d'association ait pu être signé dans une séance très émouvante où Parlement européen et Parlement ukrainien étaient en dialogue et où tous les députés ukrainiens se sont levés pour chanter l'hymne national après la séance de ratification de l'accord, voilà quelque chose qui devrait nous dire mais l'Europe, quand même, c'est un projet qui demeure peut-être moins dans le cœur de ceux qui vivent dedans, mais qui fait rêver ceux qui sont dehors à nos portes. You just mentioned Ukraine, which is an epitome of the importance of being European. Ukraine afforded a war against Russia, which is not a little country, on the purpose to enter into Europe. So this example can say everything about the importance of being in Europe, of being European, of being conscious of the importance of being united and possibly stronger. Arnaud Montebourg, as according to what we have read on newspapers, you are a fierce supporter of the necessity to introduce elements of more flexibility in the vision of Europe among the members. Austerity versus expansionism. This is still, after years of discussions, of tensions, of problems, still the issue which is on the table in Europe? Oui, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce débat de permettre la discussion sur les enjeux européens de contenu. Moi, je partage la conviction européenne, mais je m'inquiète des orientations politiques de celle-ci. Et ce n'est pas remettre en cause l'Europe que de contester ces orientations et de chercher une alternative. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme quand on a fondé la République en France. Contester un projet de la dite République était le signal que celle-ci était en train de vivre et enfin de s'installer dans la démocratie de façon durable. Et je suis frappé de voir que depuis la faillite de Lehman Brothers, je rejoins d'ailleurs ce qu'a dit le diagnostic critique de Jean-Claude Trichet, les performances, je n'ose pas dire les contre-performances de la zone euro, je ne parle pas là de l'Europe, mais de la zone euro, qui est le cœur de l'Union européenne, le point d'attraction, le point de construction et le point de défaisance si nous avons des défaillances à l'intérieur de la zone euro, sont particulièrement inquiétantes. Je regarde là les écarts en termes de PIB avec les États-Unis d'Amérique, qui sont partis exactement du même niveau de difficultés que nous avec la crise dite des subprimes. Je regarde les écarts avec les États-Unis d'Amérique sur le nombre de chômeurs. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante. Il y a 10 points d'écart de PIB depuis 2008 entre la zone euro et les États-Unis. Plus 7,5 de PIB aux États-Unis et moins 2,5 destruction chez nous. Les chômeurs, n'en parlons pas. Nous étions en 2008 à 10% de chômeurs aux États-Unis et en Europe. Eux sont à 6, nous sommes presque à 12. Et la conséquence de ça, le prix qui est en train d'être payé de ces contre-performances, alors que le monde entier, peu ou prou, pays émergés, émergents, effervescents, Japon, même le Japon, qui était dans la déflation depuis des années, eh bien, qui ont des performances de croissance et de recréation d'emplois, d'investissement technologique, se sont remis à investir, les écarts sont considérables. Donc l'Europe est en train de reculer
de stagner. Et j'ai l'impression, vu les pronostics qui sont faits par les instituts très sérieux, montrent que 2015 continue sur cette pente médiocre. Préoccupant, pourquoi ? Parce que ça a une traduction politique. Dans tous les pays européens sont en train de prospérer des partis qui sont pour la destruction de l'Union européenne. Et il n'y a pas de réponse politique adaptée en face. Les seules réponses qui sont faites sont celles précisément qui, dans le consensus mondial des économistes, que ce soit Mme Lagarde du FMI, M. Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien conseiller de M. Clinton, M. Krugman, autre prix Nobel, et un certain nombre d'institutions internationales, des dirigeants politiques de l'Union européenne elle-même, tous disent l'austérité, c'est-à-dire les mesures de restriction budgétaire, sont en train de nous entraîner dans une spirale. La mécanique de la spirale est très simple. Faites des réformes parce que vous avez des déficits. Commencez à réduire vos dépenses ou augmenter vos impôts. Ce que la France a fait, l'Italie, la Grèce, tous les pays. Et évidemment, comme ces mesures ont pour conséquence d'affaiblir l'économie et le niveau d'activité économique, les engagements ne sont pas remplis. Donc il faut prendre des nouvelles mesures de restriction budgétaire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tous les pays font cela en même temps, sous le dogme d'un traité qui, pour moi, ne relève pas de la décision politique adéquate. L'Europe applique aveuglément des traités et des règles, alors qu'elle a besoin de faire des choix politiques originaux, audacieux, hétérodoxes, ce qu'ont fait tous les autres pays du reste du monde. Ils sont souples, flexibles, ils s'adaptent. La Banque centrale européenne, grâce aux dernières décisions, les prises de parole de M. Draghi et Jackson Hole, ou même en juillet 2012, dans le discours de, je crois que c'était Londres, a fait baisser les taux d'intérêt. Là, c'est l'euro qui baisse, mais nous n'arrivons pas à obtenir la même flexibilité, la même intelligence collective sur le terrain du budget européen. L'économie, c'est la monnaie et le budget. Le budget n'existe presque pas au plan fédéral, comme la monnaie existe au plan fédéral européen, et il est dans les États membres. Et là, nous avons augmenté la pression sur la souveraineté des États membres par un traité qui a été salué par certains orateurs, mais que personnellement, je désapprouve. Parce qu'il est stupide, comme dirait M. Matteo Renzi. Il est stupide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le président du Conseil d'une des grandes puissances européennes, le président du Conseil italien. Ce que répète M. Sigmar Gabriel quand il était président du SPD. Et ce que nous pensons tous. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les mesures ou l'application aveugle, dogmatique des traités nous conduisent à augmenter, aggraver la situation et conduisent finalement les peuples à se rebeller contre la construction européenne. Donc nous sommes responsables, nous-mêmes, d'entretenir cette défiance au moment où nous aurions besoin de prospérité, de croissance, ce que je crois autour de la table nous sommes tous désireux d'obtenir. Voilà la préoccupation qui est la mienne. Et il faut se dépêcher parce que les partis destructeurs de l'Union européenne nationalistes menacent. Et nous allons avoir de mauvaises surprises. Et l'élu que j'ai été pendant 17 ans peut vous en parler mieux que quiconque ici. Mr. Montebourg, but do you attribute the major growth of America in these years? You mentioned 10 points of GDP more growth in America than Europe. Do you think that the factor of success of America was essentially the expansionist attitude and behavior shown by together the administration and the Federal Reserve, which has, by the way, less constraints than the ECB, and the possibility to act together more coordinated way. Do you think that factor was decisive, or other factors entered in play, like flexibility on the job? Je suis désolé de répondre à votre question en reprenant la parole, mais sur ce point-là, la Banque centrale européenne n'a pas le même mandat dans les traités que la Federal Reserve Bank. La Federal Reserve Bank, elle lutte contre l'inflation quand il y a de l'inflation, mais elle est chargée de lutter
contre le chômage quand il y a du chômage. La Banque centrale européenne est chargée de lutter contre l'inflation, même quand il n'y en a pas. Et quand il y a la déflation, elle lutte contre l'inflation. Alors heureusement, nous avons un dirigeant de la Banque centrale qui a fait bouger cela et qui lance un appel. Franchement, il faut lui rendre hommage, M. Draghi, parce qu'il a lancé un appel aux États pour prendre en charge une partie de la lutte contre la spirale déflationniste qui menace. Tout le monde le reconnaît. La pente inflationniste est descendante et nous risquons l'accident, le retour à l'accident, y compris la défaillance d'un des États les plus fragiles, en raison de la baisse de l'inflation, donc la montée relative du poids de la dette publique. Je rappelle que la cause de la crise les causes de la crise ne sont pas dans les déficits publics. Pas du tout. Mais ça, chacun le sait. Et donc, quand Joseph Stiglitz dit quelque chose, d'ailleurs, tout à fait éloquent et effrayant pour un... Je vais donner la traduction parce qu'il a donné une interview dans Les Échos là, il y a 15 jours. Il dit, aujourd'hui, parlant de notre pays, la France, devenue homme malade de l'Europe, est un phénomène post-crise. C'est l'effet conjugué des erreurs de politique, des policymakers, donc moi en partie, donc c'est une interpellation, j'étais le ministre chargé de faire la politique, et de l'impact de l'euro. Sans les erreurs politiques, l'économie française serait relativement en bonne forme. Donc ça veut dire que, finalement, nous commettons des erreurs collectivement. Comment en sortir ? Alors le débat institutionnel posé par les précédents orateurs est nécessaire, mais nous avons été échaudés par l'affaire de 2005 et du traité constitutionnel, dit constitutionnel, puisque un certain nombre de pays ont répondu non, on leur a dit tant pis, on va quand même passer outre. Donc évidemment, la discussion institutionnelle devient difficile vis-à-vis de nos peuples et de nos populations. Voilà pourquoi, même si un certain nombre de propositions qui ont été faites me paraissent convaincantes, peut-être à pousser, aujourd'hui, les populations sont parfaitement rétives à l'idée qu'elles puissent améliorer et accroître le fédéralisme européen, même si je crois que dans certains domaines, il est nécessaire. Il en est un fédéralisme qui est celui de la Banque centrale européenne, la monnaie unique, et donc nous avons un outil là qui ne fonctionne pas encore dans la totalité de ce qu'il pourrait donner, comme toutes les banques centrales du monde. Moi, comme citoyen européen, je demande une banque centrale qui ressemble à toutes les autres banques centrales du monde. Ce qui n'est toujours pas le cas tout à fait encore. And then we speak about this with Trichet because this dual mandate of the Federal Reserve, the difference of the single mandate of the ECB is one of the issues more discussed on the table. But first, Mr. Svoboda, may I put you a genuinely politically question? Minister Montebourg remembered, and also the previous speakers, the rise of the anti-European parties, which is, of course, caused by the difficulties of the continent. You have been long the chairman of the group, of the most important political group, or the most important center, number one. How do you think that this is a real threat? We are in France, there is one of the most powerful parties, anti-European. How do you see this in the future? Well, first of all, thank you very much for this debate and the other debates and the whole event, which is an excellent event. And I will come to this question, but first of all, thank you also to Monsieur Trichet for what he said here, but also what he did, and also Mr. Draghi. But isn't it strange? Politicians create the euro. Politicians create the European Central Bank with limitations, but politicians are not able to solve the crisis. The two people who always have been mentioned, for God's sake, we had them, is Trichet and Draghi. And that is a strange situation. You won't find it on a national level. Nothing against it, the contrary. But they have all the burdens to do it, even with the limitations the central bank has. Not only the legal limitations, but also some of their colleagues inside the boards of the central bank who have the foot more on the brake most of the time. So this is showing how politics is failing.
I didn't count, but have you counted how many meetings, summits we had since the crisis? And how many unemployed we have still today? So this is, will come also to your question, because we'll see people see politics, or European politicians, the summits, are not solving issues. Only two people, and that's, they are the heads of the central bank. And all the legislations we had, all of them, the last one was the banking union, where I was deeply involved. We had to decide against many of the ministers of finance. One of the few who was supporting us as far as he could was, by the way, Mr. Moscovici, and therefore maybe he's now criticized in the parliament from the right side, but there's another issue. So, yes, politics is failing in Europe to solve the issue. And that is, I think, the primary problem. I don't want to go into French politics, but of course, let me be honest, I expected from the government, from the new government, to create some alternatives. Are there alternatives existing? Yes. We as a group asked 3 institutes, independent one, a French, a German, and a Danish one, and asked some prominent economists from M. Fitoussi, Stiglitz, and others, Galbraith, and so on, to observe if they do a good job, not to influence, and we didn't influence. And the question was very easy. Is there an alternative to the politics we do now in Europe? And there is one. If you go into investment, at the end of the day, it means in 15 years or so, you will have a lower deficit, but you will have much more jobs or less unemployment during all the period. So if people say, well, we have to regard the deficit and we shouldn't go away from fighting the deficit, I say, yes, I agree fully. But with these kind of policies, did we reduce the deficits? Did we succeed in the aim? No, we did not. And therefore, and here maybe there's a small difference, I don't speak about flexibility as the main element. The main element is to come back nearly as at the level investment we had, let's say, 10 years ago. Because public investment was going down, and of course private investment as well. It's not only about public and private investment. So we can create an alternative, but politics, or let's say one lady and some of her admirers in some of the northern countries and so on, don't want it. I am very much in favor of a French-German cooperation. Also, there are other countries as well in the EU, not only the 2 one. But France should bring the alternative concept into the debate and then try to have some compromise at least. Some compromise, but this was not the case. Today, sorry, not for Republica, but for Financial Times, Lawrence Summers is not a radical left-winger. I mean, it's not a Montebourg from the United States. Why public investment really is a free lunch. It's a wonderful article. It's very easy. With the low interest rate we have, it's absolutely crazy not to invest. But that's the case. And that is for the public, but also for the private, but also especially for the public. In the morning, we discussed about the needs. Now, I don't agree totally with Mr. Schweitzer that we have so many needs we have to fulfill because also needs are created by industry. But of course, there are needs, including broadband connections. In some countries, partly in France, even in Germany, the best one, go with a mobile phone over the highway. It will be hard for you to phone continuously. So there are many issues we can do to modernize our economy. Do you know how many bridges and roads, but especially bridges, are closed in Germany, not in southern Italy, but in Germany, because it is breaking down? So there is a lot to do, and we could do it. We could create jobs, more taxes, and a lower deficit. And I'll come back to the last point, and the point you raised. Well, we have in different countries, and I'm coming from Austria, and we have a relatively good situation. We have one of the lowest unemployment rate, and we have a very low youth unemployment rate because we did something. It's not by chance that we have a low youth unemployment rate because the state was active
in saying if you are 4 or 5 months without a job and you are young, you come out of school, you get either a job or you get a retraining. So it's about public engagement you have to do. It's not the market who can just create it. Nevertheless, we have, unfortunately, a very relatively high number of right-wingers. But it is a question, if citizens see politics don't solve my everyday problem, if citizens see how many young people are unemployed, it's not only about the young people, it's about their parents and their grandparents. If citizens see, especially from the middle class, that all of a sudden the long-term rise up the ladder is interrupted because our economy is not growing anymore, then we will have an additional push, at least, to the right wing. And I fully agree with what Arnaud Montebourg said. It is the fact, not only unemployment, but this sense of we cannot do anything. I think it was said before, politicians see the problem is here, and more or less they say to citizens, sorry, but we can't do anything. We create a new Europe, we create new institutions, but we cannot solve the issues. Would you vote for them? I wouldn't, if I wouldn't be member of a party. But that's, many are not members of parties, and therefore they don't vote. That's right. Thank you. So, no, let me stress just one part of your statements. When you say that even without change the treaties, which after all were democratically voted by every country in Europe, so it's difficult to, it's time to review them, to change them, of course it is, but it's not easy, not fast. First, as far as I understand, you suggest that countries which can do it, which have some money in their pocket, Germany for instance, but also other countries, can implement plans of infrastructure, of big public, big or less big, but anyway, public investments to renovate bridges, you say, waterways, and it could give at least some push to the investment, to the demand, to the economy in all Europe. And this is a very interesting point, because as you see, the other thing to square the circle is to change the treaties, but it's a long process, and not of course there is the most powerful country in the continent, which is Germany, which is stay to the treaties. They say we have signed these treaties, we have to pursue the stability of prices, the healthy in public finances, and please go ahead with these duties because they are written in the treaties. Even in 2012, in the midst of the crisis, it was signed the fiscal compact, and then moreover the six-pack, which is the implementation, which contains even stricter rules. So we have gone in a certain way, right or wrong, but all the continent, all the Eurozone has gone in this way. And now make this U-turn is not easy. Professor Trichet, how do you then make sure the organizers that we talk about the future, but it was important to understand the present, you know. Of course, a lot of issues have been addressed. First of all, Larry Summers speaks for the US, and he has absolutely no external constraint of any kind. And Joseph Stiglitz is also impregnated with the US experience. I think we know by experience that from time to time, one has enormous problem to finance itself. And France and Austria, as well as Germany and others, had to help Greece, to help Portugal, only to quote two countries that could not refinance themselves outside. I'm sorry to say that. Sorry, but Germany helped itself in their own banks. Yeah, and you too. And you too. And 80% of the help for Greece no, into the banks of the West. No, that's true. But I mean, had they not had any problem, and had Greece had not had any problem, you would not have what happened afterwards. And I don't want to single out Greece, because I was myself very adamant to get the help for Greece and for Portugal and for Ireland and in my time we purchased treasuries of Greece, treasuries of Portugal, treasuries of Ireland, treasuries of Italy, and treasuries of Spain.
because the rest of the world and the rest of the Europeans spontaneously would not continue to finance them. So we have to realize that from time to time, the external constraint is there. And if we had this external constraint there dramatically, it was partially before, in 03, 04, we had the sentiment, and it was not the same sensitivity in power, I have to say, in France, and it was not the same sensitivity in power also in Germany, but they both said exactly what you said, Minister. We do not want those constraints. Those constraints are too tough. The problem is that the two countries in question had no problem until now, but that others, which were following more or less the instruction, had dramatic problems. So I am very cautious on that. We are paid to know by the cruel, very cruel experience of the last years that we could be in a very difficult situation. Non, maintenant, pour continuer, la Banque Centrale Européenne lutte contre l'inflation et contre la déflation. La définition de la stabilité des prix, c'est moins de 2, mais proche de 2. Et nous l'avons dit très solennellement, et nous pensons avoir pris constamment, et mon successeur de manière extrêmement visible, parce que maintenant, nous avons en effet une inflation qui est trop basse, et depuis trop longtemps, et qui pourrait rester basse pendant longtemps. Donc il y a un problème là de possible désancrage des anticipations d'inflation, qui est un énorme problème. Je pourrais continuer, évidemment. Sur le double mandat, bon, la Banque Centrale Européenne ne se donne pas à elle-même son propre mandat. Donc, c'est vraiment nos démocraties qui définissent le mandat. Mais je voudrais dire que moi-même, je n'ai jamais senti à aucun moment que nous étions empêchés d'agir par, en tout cas dans mon analyse juridique, par le traité, par le mandat. Nous avons, toutes les décisions qui ont été prises, et je crois que c'est vrai pour Mario comme pour moi-même, ont été prises pour des raisons de politique monétaire. L'OMT a été prise pour des raisons de politique monétaire, comme les SMP, les achats de titres dont je parlais. L'octroi de liquidités de manière illimitée, à taux fixe, qui est le moyen européen de s'assurer que la liquidité est partout dans l'économie européenne, est également une mesure de politique monétaire extrêmement audacieuse, qui n'a pas été prise par la Fed d'ailleurs, qui pour moi est dans une très large mesure l'équivalent du pure QE, parce que donner de la liquidité sans aucune limite, si les banques européennes nous demandaient 3 trillions d'euros de plus, elles auraient 3 trillions d'euros de plus parce qu'elles ont le collatéral éligible à hauteur de 3 trillions d'euros de plus. Donc je crois qu'il ne faut pas percevoir la Banque Centrale Européenne comme étant entravée, à mon avis. Le vrai problème que nous avons en ce moment, en effet, c'est plutôt, me semble-t-il, les gouvernements et le fait que dans les pays qui ont des marges de manœuvre, on n'a pas l'activation de l'économie qu'on devrait avoir. Et je parle pour l'Autriche comme pour l'Allemagne. Les pays qui ont des marges de manœuvre devraient normalement avoir plus d'activation de la demande interne. But we can't forget that Mario Draghi, who is following your path, going ahead step by step toward the quantitative easing, full-fledged quantitative easing, buying bonds, buying other equities. As soon as he has said that he will buy the so-called asset-backed securities, the securities made of securitized loans from the countries, has been stopped or at least alerted by Germany, saying, "Oh, please go ahead, be cautious. Be cautious because this is financing the losses of the countries and which is against the treaties." So it's a delicate balance between the facts and what is written. If you permit, I would disagree. The decision in the Governing Council are taken by majority. And of course, from time to time, you have majority and minority. But in my opinion, in my time, we had very, very difficult problem from time to time with some of our colleagues, which I can understand. I mean, but there is no veto which can be exerted by anybody. It would be against the treaty. It would be against the treaty. The veto. To veto. To make a veto. Montamugen, something to add? Oui, peut-être. Après l'intervention de Jean-Claude Trichet, que je remercie la limpidité de sa position, il est vrai que la Banque centrale joue un rôle décisif, que d'ailleurs
si elle joue son rôle de prêteur en dernier ressort, elle peut mater les marchés déchaînés contre les divergences de la zone euro. Et d'ailleurs, regardez ce schéma, je me permets de le montrer, parce que c'est le schéma de l'intervention de Mario Draghi, où tous les taux d'intérêt sont tombés à des niveaux qui, aujourd'hui, en haut, c'est l'Italie, l'Espagne, en dessous, c'est France-Allemagne. Tous les taux d'intérêt ont chuté à partir du moment où M. Draghi... Auparavant, comme vous le voyez, vous aviez 2 autres pics qui ont été interrompus par nos propres achats. Les S&P, c'était les achats de titres dont je parlais. Vous voyez ? Mais premier achat, deuxième achat. Et c'était remonté parce qu'effectivement, pour des raisons extrêmement complexes, les gouvernements ne faisaient pas ce qu'ils avaient décidé de faire. Je ne sais pas où est la caméra. Ah, voilà. On voit et on observe, après vos remarques, Monsieur le Président, on observe la descente stratégique et structurelle des taux d'intérêt à partir de l'intervention de M. Draghi, le discours de Londres, où il s'est déclaré prêteur en dernier ressort, je rachèterai, je ferai ce qu'il faut pour sauver l'euro et ne pas être dépendant des marchés. Nous devrions avoir la capacité, au plan budgétaire, de mener ce type de politique intelligente. Je rends là hommage, bien sûr, à la Banque centrale européenne. Et je voudrais parler de la question de la divergence entre la France et l'Allemagne. Parce que c'est, je crois, le facteur de blocage de l'impossibilité d'avoir cette intelligence collective. Il y a comme un dialogue de sourds. D'un côté, on nous renvoie à l'orthodoxie budgétaire, aux réformes structurelles. De l'autre, on dit, en 2003, lorsque M. Schröder a fait des réformes, on a accepté de ne pas appliquer l'orthodoxie budgétaire, parce que Gerhard Schröder est venu trouver Jacques Chirac, et à cette époque, ceux qui s'en souviennent ont gardé en mémoire, la France a soutenu l'Allemagne pour organiser la flexibilité qui permettait à l'Allemagne de faire ces réformes. Et là, la France dit exactement la même chose. Mais elle est interdite de le faire par les faucons de l'orthodoxie budgétaire, qui sont autant à la Bouba que dans le gouvernement allemand, même si le gouvernement allemand est à l'évidence divisé, puisque c'est un gouvernement de coalition. Moi, je voudrais revenir aux déterminants structurels de cette divergence. Elle n'est pas que politique ou n'est pas seulement idéologique, elle l'est en partie. La France et l'Allemagne sont dans une divergence structurelle de nature anthropologique. La croissance démographique est forte en France, elle ne l'est pas en Allemagne. L'Allemagne perd des habitants, la France en gagne. L'Allemagne, quand elle n'a pas de croissance, elle ne s'appauvrit pas. La France, quand elle n'a pas de croissance, elle s'appauvrit. La France a un besoin impérieux de croissance. L'Allemagne, elle préfère accumuler des excédents pour financer l'avenir, c'est-à-dire le vieillissement de sa population. Donc nous sommes là dans une situation où nous devrions nous parler et résoudre cet écart qui est objectif et qui mérite dans la construction européenne que nous échangions les concessions. Il y a eu un papier de M. Le Boucher, moi je n'ai pas toujours été d'accord avec ses analyses, où il parle de ce dialogue de sourds, il dit voilà, il fait le même constat que nous tous, on a 6 millions de chômeurs de plus que les États-Unis d'Amérique depuis 6 ans, voilà, on est la lanterne rouge de la croissance mondiale, et voilà 2 pays qui bloquent la zone euro. Je crois que le moment est venu d'arriver à se parler sur cette base-là. Et là, la question de la morale n'a rien à voir. Vous n'avez pas tenu vos engagements, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, vous n'êtes pas bien, nous on est formidables. Tout ça n'a aucun sens. Il y a les pays excédentaires, comme le disait M. Trichet, et les pays déficitaires, et on vit ensemble et on construit l'avenir ensemble. Et on a besoin de trouver des solutions. J'ai trouvé une oreille attentive auprès de Sigmar Gabriel, mon homologue gouvernement, vice-chancelier, ministre de l'économie. Je lui ai dit, attention, vous avez Alternative für Deutschland, qui est un parti de professeurs qui essaie de démontrer qu'il faut sortir de l'euro et revenir au Deutschmark. Enfin, il a fait 5, il n'a pas passé aux dernières élections générales 5%, même s'il y a eu une flambée dans certains Länder. Mais nous, on va finir à
à 25% aux élections présidentielles, 8% also. avec le Some Front National. Donc, et il va y avoir un tout petit problème vis-à-vis de la suite de l'histoire de la construction européenne. Donc, il va falloir qu'on se parle. Et pour l'instant, ça n'a toujours pas eu lieu. Je trouve que nous pourrions être plus intelligents ensemble. Svoboda, briefly, because I have to give the Yeah, word. just briefly, because we have to speak now about the future, and I fully agree. Already in Olli Rehn, who was really not a very progressive commissioner, when some legislation was blocked in the parliament, before it was blocked, he promised to have a flexible judgment and evaluation on the budget deficits. And that's what we need now in order to create investment. Not just for social spending, also I would like them, but this is not, for now it's about investment. And that is necessary, especially with the new commission. And also to tell Germany, for example, or Austria, but in that case it's more Germany, Germany has the highest percentage of precarious labor work relations. Yes, they have more or less full employment, but then ask how many people work half day or less and have to combine perhaps 2 or 3 jobs in order to earn enough money. So it's not, and if you look to the German media, it's not that they're happy about the economic situation as it is. So I think it is time now to say, look, France is not happy, Italy has difficulties, but also Germany has difficulties. Other difficulties may be, but all of them and all of us need more investment and more, in consequence for that, more flexibility in short-term evaluation of the deficit, which will bring long-term even less deficit, but more jobs. And that's what people need, especially if we don't want them to push to the far right. Thank you. Professor Giuliani, so which Europe do we leave to our children? Oui, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire quand même, n'est-ce pas? Dire que la crise n'est pas due au déficit. Moi, on est en France aujourd'hui, le budget vient d'être présenté, 291 milliards de recettes, 90 milliards de déficit. 30, donc ce n'est pas 4%, 3% du PIB, c'est 30% du budget annuel supérieur en dépenses, en recettes. Ça fait 40 ans que ça dure. Donc permettez-moi une expression triviale, l'Europe et la France en particulier se sont envoyés en l'air pendant 40 ans en empruntant, et comme le président Trichet le dit, nous sommes sur le regard du monde, il y a un moment où les prêteurs ne veulent plus prêter. Donc la seule solution, c'est d'intégrer nos économies, y compris nos économies, y compris nos politiques économiques, pour avoir la banque centrale de tout le monde. Mais ça, justement, les gouvernements ne le veulent pas et n'ont pas le courage. Première réflexion. Chaque fois, au nom de la souveraineté, ah ben non, ça, on ne va pas le donner au Parlement européen, à la Commission. Deuxième réflexion, c'est sur la dépense publique. Dire que c'est la dépense publique qui crée la croissance, moi je crois que c'est une grave erreur d'analyse dans la mondialisation. Je crois que dire qu'il fallait attendre la croissance pour pouvoir diminuer les dépenses publiques, je pense que c'est exactement l'inverse. Et les exemples sont nombreux, du Canada aux pays nordiques, jusqu'à ceux qui étaient en difficulté, y compris la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande aujourd'hui, pour montrer que la réduction de la dépense publique crée les conditions du retour de la croissance. Alors évidemment, c'est très douloureux pour les hommes politiques, parce que généralement, comme le chancelier Schröder, ils perdent les élections après. Donc moi, je ne leur en veux pas, ils perdent les élections, ils ne le font pas. Mais croire qu'on va faire des demi-mesures comme ça, c'est comme ça qu'on crée des extrémistes, Madame Le Pen, et partout en Europe, c'est en ne prenant pas de décision. La dépense publique, aujourd'hui, essayer de relancer la croissance par la dépense publique, c'est les recettes, Monsieur Keynes, elles ne sont pas applicables aujourd'hui. Ce serait, si je devais faire un parallèle, soigner un alcoolique à coups de whisky. Parce que ça augmente le déficit commercial, il est déjà assez important en France, le déficit commercial, il ne cesse de s'aggraver. Ça accroît les déficits, ça accroît le chômage, et nos 5 millions de chômeurs aujourd'hui, parce que c'est 5 millions de chômeurs en France, de demandeurs d'emploi,
eh bien, ils sont dus aux excès de dépenses publiques qui continuent. Alors, il y a un moment où il faut s'arrêter. Je sais bien qu'on emprunte aux taux les plus bas grâce à l'euro, grâce à la réassurance allemande. Soyons honnêtes, disons-le, seule la France, aujourd'hui, avec le budget qu'elle a, face aux prêteurs mondiaux, elle aurait déjà dû dévaluer depuis plusieurs fois et elle serait peut-être sous plan du FMI. Donc, grâce à l'euro, elle ne l'est pas. Donc, si vous voulez, il faut arrêter ce langage, cette langue de bois politique qui consiste à faire les choses à moitié. Ça fait le jeu des extrémistes. Monsieur, je vais être obligé, malgré les applaudissements, je pense que M. Giuliani ne connaît pas du tout les chiffres. Donc on va en discuter parce que c'est un débat. Et donc je vais lui répondre. Si vous me le permettez, une fois que M. Levitt sera exprimé. Yes, but first let's listen to Mr. Levitt. Si je peux placer un mot en sandwich. It shows how different are the positions inside Europe. Non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Dominique sur ce qu'il vient de dire. Je pense, comme Arnaud Montebourg, que la clé de toute solution des problèmes aujourd'hui de la zone euro réside dans le dialogue franco-allemand. Ce qui manque à la relation franco-allemande, c'est la confiance. Et le fait est, à tort ou à raison, que Angela Merkel et la plupart des dirigeants allemands n'ont pas confiance dans la France. Je pense qu'ils seraient prêts à Berlin à plus de flexibilité en regardant notre budget s'ils avaient la conviction que nous étions déterminés à mettre en œuvre les vraies réformes structurelles que l'Espagne, par exemple, s'est imposée et dont elle tire aujourd'hui les bénéfices. Donc, je plaide pour la relance du couple franco-allemand, mais le manque de confiance qui existe aujourd'hui ne peut être réglé que si la France assume ses responsabilités historiques en mettant en œuvre des vraies réformes structurelles. Et ça fait trop longtemps, hein, je ne dis pas que c'est ce gouvernement, ça fait très longtemps qu'on aurait dû les mettre en œuvre, mais maintenant, on ne peut plus retarder. Can I express a few reserves about the structural reforms in Spain? Still have 25% on employment, and I don't know how it's going. Montebourg, briefly, then we have to give the word to the audience. Non, je voudrais et ce n'est pas fictif ni artificiel, et en respectant l'objectivité et la modération de ce débat, répondre à M. Giuliani. Non, la crise n'est pas liée au déficit public. En 2010, les États-Unis avaient 12% de déficit public du PIB, Royaume-Uni 10%, Japon 8,3%, zone euro 6,2%. Et c'est nous qui sommes aujourd'hui le plus longtemps en crise. Pourquoi ? Parce qu'on s'acharne à penser ça, précisément, que c'est à cause des déficits que nous sommes en difficulté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les rétablit, et en vérité, selon une loi économique assez mathématique, que la quasi-totalité des économistes du monde, le FMI, M. Blanchard, j'en ai cité tout à l'heure d'autres, reconnaissent comme étant parfaitement inefficaces. Plus il ne s'agit pas de relancer, il s'agit d'éviter les coupes budgétaires, l'austérité, les hausses d'impôts, l'austérité fiscale, quand même eu en France, entre Fillon, Ayrault 1 et 2, 3,5, c'est la même chose, hein, que vous baissiez les dépenses, vous augmentiez les impôts, c'est de l'austérité. 3,5 points de PIB en 2 ans et demi, 3 ans, 2011-2013, 4, eh bien, vous arrivez à la situation où vous arrêtez l'économie et vous êtes incapable de remplir vos engagements. Et d'ailleurs, le programme des 3 dirigeants de droite aujourd'hui, qui, je ne sais pas lequel sera finalement sélectionné pour être le candidat du parti conservateur en France dans 2 ans et demi, c'est un accroissement de ces propositions-là. Et je pense que cela n'est absolument pas de nature à résoudre les problèmes. Exemple, l'Italie. Vous dites que l'Espagne est tirée d'affaire pour qu'il retrouve le niveau de chômage, le niveau d'investissement de l'avant-crise. Je crois qu'il y a encore du chemin. Et d'ailleurs, si on continue sur cette tendance-là, avec cette croissance quasi inexistante,
Nous avons calculé avec quelques économistes, et c'était ceux de mon équipe, qu'il faudra encore 8 ans pour retrouver ce niveau-là. Alors que les États-Unis ont déjà retrouvé le niveau et d'investissement, de chômage, ils ont effacé la crise. Donc il faut s'interroger sur cette idéologie-là que vous défendez, peut-être sincèrement, mais je vous indique que vous êtes contesté par beaucoup de prix Nobel, le FMI, un peu l'OCDE et même l'OIT. Donc vous avez un petit problème à la Fondation Schuman. Ça ne m'impressionne pas du tout, parce Giuliani, que j'ai mis un préalable. J'ai mis un préalable. J'ai mis un préalable. J'ai dit que s'il y avait un gouvernement fédéral de la zone euro, peut-être nous n'aurions pas cette problématique. Mais ça, c'est autre chose. C'est les gouvernements qui ne le veulent pas. So first we have to make a federal government in Europe and then we Non, can... des progrès dans la gouvernance économique de la zone euro. Des progrès pour pouvoir décider ensemble. Et puis, se parler avec les Allemands, comme le disait Jean-David Lévy, pas forcément par l'intermédiaire de la télévision, de la radio ou des meetings politiques, peut-être en privé. The only thing is, as Trichet said, that decisions are made by majority because the unanimity is almost impossible. Anyway, you have seen how different are the positions in this audience of 5 prominent economists. Think about what can happen in the European executive level. So now it's time to give the word to the audience. I have written here a few names. Sorry for being late, but we have to be very fast, brief. Jean-Louis Guigaud, chairman of IPEMED, which is an organization for the cooperation in the Mediterranean area. Please. Merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié vos propos, mais je les ai trouvés, permettez la critique modeste, un peu égoïste et court-termiste, franco-français, et il n'y a pas de vision pour l'avenir. Or, le thème central, c'est quand même quelle Europe pour les générations futures. J'espère que pour les générations futures et dans un proche avenir, tous ces problèmes seront réglés. Ils doivent l'être. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'aurais aimé qu'il y ait dans ce débat une dimension un peu internationale. Quelle est la place de la France dans le monde? Quelle est la place de la France vis-à-vis de la Russie qu'on a provoquée? Poutine a pété les plombs, peut-être, mais que faire avec la Russie? J'aurais aimé surtout 2 minutes, qu'on aborde les relations avec le Sud. L'Amérique entretient avec son Sud, avec le Mexique en particulier, des relations très fortes. L'Amérique délocalise des entreprises venant de Chine. Elle ne les met pas sur le sol américain, elle les met dans un sol intermédiaire. Elle les met au Mexique. En 7-8 ans, l'Amérique a créé 2 millions d'emplois au Mexique. Et le Sud bouge, mais nous sommes omnibulés par le chaos. Nous voyons des barbus partout et nous voyons des djihadistes partout. Or, il y a autre chose. Quel est le premier investisseur à l'heure actuelle au Maroc? C'est l'Espagne. Quel est le pays qui a nommé un monsieur Méditerranée? C'est l'Angleterre. Quel est le pays qui investit le plus à l'heure actuelle en Égypte? C'est l'Angleterre. Quel est le sort qui est devenu l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, M. Wolf, un grand personnage? Il est devenu président d'un immense think tank qui s'appelle EMA, Europe, Méditerranée, Arabe, Linkage. L'Allemagne descend au sud, un des premiers investisseurs en Tunisie. Et que dire donc l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, tout le monde, il va à bas bruit. Et le rapport Attali dit clairement 500 millions de francophones en Afrique. Et nous avons des alliés. Les gens nous attendent. Il n'y a pas que des barbus belliqueux. Il y a des femmes libérées, des jeunes qui aspirent à l'ancrage à l'Europe, des chefs d'entreprise qui veulent faire de la coproduction, un pied au nord, un pied au sud. En un mot, j'aurais aimé. Et peut-être c'est la main cachée de l'économiste Jean-Paul Fitoussi, comme dans les marchés, la main cachée qui a fait qu'on s'est crispé justement
sur les problèmes de relance, d'austérité, de chômage, c'est vrai. Mais j'aurais aimé que l'année prochaine, tu abordes un immense sujet, c'est la verticale Europe, Méditerranée, Afrique. Notre destin se joue là. L'Afrique a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de l'Afrique. J'espère que l'OCDE l'année prochaine, vous aborderez ce sujet. Merci. Thank you very much. I have two names from Sciences Po. One is a student, the second is a guru. So first, Professor Fitoussi. No. If there is a student, it should be the student first. Where is the student? Thomas. Okay, so let the student, and then I will intervene. Okay, Thomas. Where is Thomas? Thomas? No, he's not here. Well, thank you. Thank you very much for a very interesting discussion and also for letting us students ask questions. So first of all, I must say that I think as you have said, the European project is very important and has implications for peace in Europe, for the weight of Europe in the world, diplomatically and economically. However, I do think there were some important issues raised, and there has been a large loss of sovereignty in terms of economic policy. The Eurozone countries have given up control of monetary policy. The various treaties, from the Maastricht Treaty to the Fiscal Compact, have effectively removed a large part of fiscal policy autonomy for the countries. And we're getting to a point, I would say, where the level of autonomy of European governments in terms of the economic policy is almost starting to resemble American states. However, with a much smaller federal budget and with a much lower mobility of population country-wise. This makes it hard to respond to economic downturns in particular countries, as well as to imbalances which are in terms of, for example, competitivity between the various countries. Now, I'm wondering whether this is in part responsible for some of the bad press the Eurozone, the European Union has been getting, some of the rise of the radical parties in Europe, and what can be done in response. So one thing that was mentioned is maybe more of a fiscal union. I'm wondering whether Europe is prepared for that, and what are your opinions? Another one, since some of these restrictions have been brought forward by Germany, a subject that was danced around as this debate also, I was wondering whether Germany also has more of a role in either letting its wages increase. We talked about maybe a high precarity of some of the wage earners in Germany, because wages in Germany have been kept at a low level of rise for maybe a decade or so. And also Germany, as we've said, has been running large surpluses in terms of their trade balance. So should wages be rising in Germany? Or should Germany also play a more active role in terms of supporting some of the Eurozone growth, maybe through fiscal policy in Germany at the time when it is demanding, and rightfully so, I would say, austerity from some of the countries which have less of a leeway in terms of their fiscal policy. Thank you. Thank you, Thomas. You say bad press of the euro area, but as a representative of press, I can confirm that we just register the situation and the difficulties it is encountering. Professor Fitoussi, here's time for your conclusions. No, it will not be a conclusion. It will be my opinion, which can't be a conclusion. I am watching the Non, je souhaiterais seulement dire que si nous pensons aux générations futures, eh bien, il faut éviter absolument, que l'Europe évite absolument d'entrer dans une période de déflation. Nous sommes très incertains sur ce qu'il peut advenir en termes d'évolution du taux d'inflation demain. Nous sommes très incertains, nous le resterons longtemps. Si nous faisons entrer l'Europe dans une situation déflationniste,
nous serons coupables vis-à-vis des générations futures. Et second élément, comment se fait-il qu'alors que la déflation menace, nous soyons incapables de changer de politique? C'est quand même un événement nouveau qui apparaît dans le dessin futur de l'Europe. Ne fait-on rien, sauf se satisfaire de ce que nous avons déjà fait, ou va-t-on penser à l'avenir, et notamment va-t-on penser à l'investissement qui est, me semble-t-il, le seul moyen de construire l'avenir? Va-t-on penser à l'investissement ou va-t-on penser au compte public présent, sans avoir absolument aucun élément intertemporel à l'esprit? Peut-être que réduire le déficit public aujourd'hui implique son augmentation automatique demain, alors que peut-être l'augmenter aujourd'hui implique son augmentation automatique demain. Je rappelle enfin que pour 1 point de baisse du taux d'inflation, et nous sommes à peu près à 0 point d'inflation, il y a à peu près un demi-point de déficit budgétaire supplémentaire. Donc lorsque la politique monétaire manque son objectif, malgré une conduite parfaitement intelligente, et il est normal que la conduite de la politique budgétaire soit intelligente en Europe, parce que c'est la seule institution qui soit fédérale et qui donc soit réellement en charge de l'intérêt général européen. C'est la raison pour laquelle la politique monétaire reçoit infiniment moins de critiques que la politique budgétaire. Mais cela signifie bien qu'il y a une cohérence entre les objectifs de politique monétaire et les objectifs de politique budgétaire. Nous ne pouvons pas traiter les problèmes comme s'ils étaient isolés. Nous devons traiter de la politique macroéconomique de l'Europe comme si elle était la définition, la meilleure définition du policy mix. Donc voilà, construisons l'Europe de demain, arrêtons-nous de nous cacher derrière des règles pour ne point avoir à réagir. Il est très facile de se condamner à la passivité en disant, comme l'a dit fort bien Hans Swoboda tout à l'heure, nous ne pouvons rien faire pour vous, et de laisser le taux de chômage croître à des niveaux qui sont supérieurs à ceux qu'ils étaient dans les années 30, et de montrer comme étant des succès le cas de l'Espagne, qui a un taux de chômage de 25%, et je n'ai jamais su le taux de chômage des jeunes en Espagne, mais je suppose qu'il doit être supérieur à 40%, comme il est en Italie, comme il est en Grèce et comme il est... non, il est de 50% en Espagne. 50%. Ouais. Voilà. C'est que c'est plus simple. Donc voilà, allons-nous baisser les bras alors qu'il convient d'agir dans une période où on est au bord du précipice, où allons-nous dire nous ne pouvons rien faire pour vous. Thank you. So I see this treacherous. One thing I can understand in French is say temps session de passé. So that means that everything is finished. The question by Thomas was very interesting, but we cannot start it all over because it's without a definite question. Just one thing. The young colleague, okay, because it would be unfair to let it. Yeah. Germany already started to do something, especially the wages are rising already. And so I think Germany should, as other countries, should do more, but they started already to do because they saw their own responsibility for the mistakes we have in Europe, at least partly. Trichet was... I only wanted to say that I respond in English, the question was in English. One of the problems we have is that the union in Germany have seen that wage moderation permitted to eliminate unemployment. And it's very difficult for them, in my opinion, to do what they should do, to be much more demanding in order for the unit labor cost and wages and salaries to pick up. And it's the same more or less in Austria. And then we would have
inflation in Germany much higher. We are now at a level which is only 1/3 of the level of the DM before the euro. So it's very abnormal. And if we could get more inflation in Germany, that would help considerably. Of course, the risk of deflation at the level of the euro as a whole would be solved, and we would help the balancing of relative competitiveness inside the euro area, because some have to be very, very low or even negative. They have to regain competitiveness. So deflation, even very low inflation, is not bad for some. At the level of the euro area, it's a problem, that's true. David. Donc, juste un mot pour répondre à Jean-Louis Guigou. Je suis d'accord avec lui, bien sûr. Nous n'avons pas que des difficultés économiques. Nous avons devant nous un environnement qui est redevenu dangereux, que nous devons assumer parce que l'Amérique se préoccupe de ses problèmes. Donc c'est aux Européens d'assumer la responsabilité de réinventer une politique de voisinage, que ce soit s'agissant de l'Ukraine et de ce que nous voulons faire avec la Russie. Mais ça suppose un vrai dialogue et ça suppose des dirigeants capables d'inventer une politique et de la mettre en œuvre de façon solidaire. Et puis ça suppose en effet vers le sud, que ce soit l'espace au sud de la Méditerranée ou l'Afrique, une réinvention de la politique. On met beaucoup d'argent. Qui sait que l'Union européenne représente pratiquement la moitié de l'aide publique au développement du monde entier? Qui le sait? Et en même temps, qu'est-ce que nous en faisons? Donc il y a là un immense champ. C'est trop tard maintenant pour l'évoquer, mais c'est un sujet peut-être pour l'an prochain. Voilà. Montebourg, briefly. Yes, answering to the young student from Colombia, I would say that it is true that, as Jean-Claude Trichet said and Agnès Swoboda said it, that things are slowly but surely changing in Germany on the wages ground. And it is true that it is only beginning in the next year. It's slow, but it's sure. Well, this is the first thing. Talking about the investment, public investment, in the coalition program, it has been signed by the both sides between SPD and CDU that they would invest during 4 years 23 billion euros. Talking with Peter Bofinger, one of the 5 councillors of Angela Merkel, I asked him, do you think it's enough for the needs of the economy and the society, German society? He said, well, it's quite nothing. It's peanuts. This is his word. So we have problems with Germany because they have the means to do it. And their strategy is national. Is it European? This is the question. We have to talk on a European ground to solve the European problems, to give to European people European solutions. There will be peanuts, but are 23 billions after all. It's better than nothing. There will be peanuts for them, but 23 billions is not just a nuance. Professor Giuliani. Oui, je partage cet avis. C'est sur une base franco-allemande, par un dialogue approfondi, permanent, d'État à État et pas entre partis politiques, qu'on arrivera peut-être à trouver des solutions, comme Jean-Paul Fitoussi l'appel de ses voeux. Je voudrais juste faire une remarque, parce que moi je n'ai pas appris l'économie dans les livres, je l'ai apprise auprès de Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing ou René Monory. On en vient à aimer l'inflation, aimer la monnaie faible, aimer les déficits, aimer la dépense. Certes, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être adaptable aux situations, mais aimer tout ça à la fois, il doit peut-être y avoir un problème quelque part. Néanmoins, je reste très optimiste pour l'avenir de l'Union européenne, car je crois que, rien qu'avec ce débat qui le montre, nous avons les ressorts de trouver les meilleures solutions. Pour être tout à fait clair, je voudrais offrir à M. Montebourg le dernier ouvrage que je viens de publier, « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ?» Petit traité d'optimisme.
I'm happy to having heard at least a few words in favor of Germany, which is absent, so it was under accusation for all the time. Okay, that's it. Thank you very much to everyone. Thank you to our panelists. Thank you to you all, and good luck, Europe.